Hola amigos, je suis l'Encyclope et aujourd'hui est un grand jour. On va parler du chevalier Bayard, l'incarnation de la chevalerie, l'héritier de la table ronde. Découvrons ensemble l'histoire de ce chevalier qui symbolisa le passage entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant ou en likant. C'est pas grand chose, mais ça nous aide beaucoup. On vous remercie. On commence par le commencement, la naissance. Pierre Terrail est né en 1475 ou 1476. Le registre est pas 100% fiable. Dans une famille noble. Son père est Aymon, seigneur de Bayard, et sa mère, Hélène Allemand. Pierre est né à Pontcharrat, dans l'Isère, et les Terrail sont une petite famille noble de la région depuis plusieurs siècles. Quant aux Allemands, ils sont l'une des plus grandes familles de l'Isère. Les Terrail ont notamment perdu plusieurs de leurs membres durant la guerre de 100 ans. Le sens de la chevalerie, de l'honneur, étaient des valeurs essentielles du clan qui ne roulait pas sur l'or. Le futur seigneur de Bayard est l'aîné de 8 enfants, et il doit partager pas grand-chose avec ses frères et sœurs. Il n'est pas du tout prédestiné au fabuleux destin qui l'attend. Il peut néanmoins envisager une carrière militaire grâce à son oncle, Laurent Allemand, évêque de Grenoble, ce qui n'est pas rien. Pierre obtient ainsi un poste de page auprès de Charles Ier, duc de Savoie. Un page était un jeune noble qui faisait son apprentissage dans une grande famille. Il pouvait servir également d'écuyer. Pierre part ensuite à Turin pour faire ses classes, c'est-à-dire apprendre à se battre à l'épée, et termine ses études militaires à la cour de France, la cour du roi. Pas mal comme parcours pour l'aîné d'une petite famille. En 1493, il a 17 ans et peut enfin se lancer comme homme d'armes dans la compagnie du comte de Ligny. Avec cette compagnie, Bayard participe à ses premières batailles lors des guerres d'Italie. Les guerres d'Italie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une série de 11 conflits que les rois français ont effectués en Italie de la fin du XVe siècle au milieu du XVIe. L'Italie n'était pas un royaume uni, mais un ensemble de différentes entités, et les Français estimaient avoir des droits héréditaires sur le royaume de Naples et le duché de Milan. Cette fascination pour l'Italie amènera en France la période que l'on appelle la Renaissance. En 1495, Pierre participe à la bataille de Fornoux, et en 1496, il devient officiellement le seigneur de Bayard après la mort de son père. Bayard est un cavalier incroyable, au point que ses adversaires refusent de l'affronter en duel à cheval. Sauf qu'il est également excellent à pied. En 1503, il arrive à vaincre le capitaine espagnol Alonso de Sotomayor, durant la captivité de celui-ci. 6 mois plus tôt, lui et le seigneur d'Orose ont vaincu 13 Espagnols. À partir de là, tout le monde ne parle que du chevalier Bayard, ce soldat exceptionnel à l'honneur chevillé au corps. Il est déjà le héros dont on raconte les histoires. En 1507, c'est la 4e guerre d'Italie, menée par Louis XII. Bayard va connaître son premier grand fait d'armes. Il forme le passage des Apennins, une chaîne de montagnes italienne, et va prendre la ville de Gênes. Cette victoire va être l'occasion d'un incroyable défilé dans la ville, en présence du roi. Il réussit ensuite l'exploit de tenir le pont du Carigliano à lui seul contre 200 Espagnols. Un épisode qui lui vaudra une renommée internationale. Le roi le récompense en lui octroyant la fonction de capitaine, normalement réservée aux familles nobles les plus puissantes. Mais les exploits de Bayard sont tels qu'il faut le récompenser. D'habitude, les capitaines ne participent pas aux batailles directement et laissent à leur lieutenant le soin de mener les charges. Bayard, il est pas comme ça. Le 15 mai 1509, il remporte la bataille d'Agnadel. Cette brillante victoire contre la République de Venise permet de prendre la Sérénissime. Il enchaîne en prenant Bologne et en participant au siège de Brescia. Durant ce siège, en 1512, il est blessé d'un coup de pique dans le haut de la jambe. Il se remet vite et s'illustre dans la célèbre bataille de Ravenne. Cette bataille opposera les Français à la Sainte Ligue, alliance des Espagnols, des Autrichiens, des États italiens et des États du pape. Elle fera 4500 morts côté français et 9000 morts de l'autre.
La bataille de Ravenne est l'une des dernières impliquant les grandes charges de cavaliers en armure, comme cela se pratiquait au Moyen-Âge. C'est aussi le début de l'artillerie dans les grands champs de bataille. Il s'agit un peu d'une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que vous avez gagné la bataille, mais vous avez perdu tellement d'hommes que le reste de la guerre devient compliqué. L'armée française doit en effet fuir devant l'arrivée des troupes suisses. D'autant que Gaston de Foix, l'autre grand capitaine français de l'époque, meurt dans la bataille à seulement 22 ans. La bataille de Ravenne est la deuxième plus importante des guerres italiennes, parce que la première, c'est la bataille de Marignan. La date historique la plus facile à retenir, 1515, Marignan. En 1515, le duché de Milan appartient au Saint-Empire après avoir été une possession française. Depuis un siècle, le duché de Milan ne fait que changer de main. France Saint-Empire, France Saint-Empire. François Ier, nouveau roi de France, souhaite récupérer cette terre qu'il estime lui revenir de droit. Mais le duché de Milan est protégé par les redoutables mercenaires suisses. Pas des adversaires faciles. Ne croyez pas que les Suisses sont simplement des fabricants de montres et des banquiers. À l'époque déjà ils étaient neutres, mais ils se battaient comme mercenaires, soutenant le camp qui les payait le plus. Nous sommes le 13 septembre 1515 à Marignan, près de Milan. 30 000 Suisses contre 30 000 Français. Ça promet du beau spectacle. Les Suisses attaquent en premier, grosse charge de cavalerie, mais l'artillerie française fait feu, tandis qu'une partie de la cavalerie française attaque les flancs. L'infanterie française est enfoncée par cette attaque suisse, et François Ier décide de lancer une attaque générale. Tous dans la mêlée. C'est la furie, le bordel. Bayard se bat comme un lion, tranchant et transperçant tous les ennemis. Mais il évite de justesse la mort. Vers 23h, il faut stopper la bataille. On n'y voit plus rien. L'obscurité ne permet plus de différencier Français et Suisses. Après 6 heures de combat ininterrompus, c'est le moment d'une petite pause. Pour l'instant, on est plutôt sur un match nul. Les Suisses ont une position légèrement avantageuse, mais rien de conséquent, tout reste à faire. Le lendemain, ça reprend. L'artillerie française martèle les Suisses, mais ça n'arrête pas ces derniers, qui font une énorme percée dans les rangs français. L'aile gauche est clairement en train de lâcher prise, quand soudain, à 8h du matin, les Vénitiens alliés des Français arrivent avec 3000 cavaliers. Les Suisses sont débordés. Et en plus, les soldats français reprennent de la vigueur. À 11h, les Suisses battent en retraite à Milan. Les Français ont gagné et ont perdu 5000 hommes. Les Suisses comptent 10 000 morts. Le lendemain de cette bataille de Marignan, le 15 septembre 1515, un événement historique va avoir lieu. Le chevalier Bayard adoube le roi de France. Il est difficile de savoir si cet adoubement a vraiment eu lieu. Cela correspondait bien au caractère de François Ier de faire ce genre de choses. Mais certains pensent que l'événement fut inventé, car le roi avait déjà été adoubé lors de son sacre par le connétable de Bourbon. On reparlera de lui, vous comprendrez pourquoi on a possiblement voulu changer l'histoire. Je précise que les historiens ne sont pas d'accord sur cette affaire, mais la plupart considèrent que l'adoubement a bien eu lieu. Et pour la beauté du geste, je suis de leur avis. Dans tous les cas, Bayard est récompensé de sa bravoure au combat en obtenant le titre de lieutenant général du Dauphiné. Le gouverneur en titre du Dauphiné étant absent, Bayard occupe en réalité la fonction de gouverneur. Lors de son entrée à Grenoble, il est accueilli en héros. On fait tirer les canons, on sert le vin à volonté, on lui fait une fête à la hauteur de son prestige. Il repart de temps en temps faire la guerre dans le nord de la France ou en Italie, mais globalement, le gouverneur Bayard prend très à cœur son travail. 3 grands problèmes à gérer dans sa région. Le premier, c'est la peste. Il fait nettoyer les rues de Grenoble et purger les égouts. Les pestiférés sont regroupés dans l'hôpital de Lille, écrit comme ça, et situé en dehors de la ville. Et 3 médecins sont chargés de soigner les malades. Deuxième problème, les inondations. Les crues de l'Isère et de son affluent le Drac posent régulièrement des problèmes. Il lui faut reconstruire les quais du port, et pour cela il recrute les mendiants, ceux qui sont valides bien sûr, pour travailler. Quant aux bandes de brigands, c'est pas compliqué, il les défonce.
Tout ça, c'est bien gentil, mais la guerre n'est jamais loin. L'armée du Saint-Empire, comprenant les armées espagnoles et les armées des royaumes germaniques, entre en France. Et pas pour manger des tapas. Le Saint-Empire germanique est dirigé par Charles Quint. Il s'agit du monarque européen le plus puissant de l'époque. Il règne sur l'Espagne, sur une partie de l'Allemagne, sur l'Autriche, sur les Pays-Bas et sur le royaume de Naples. Sans compter l'empire colonial espagnol en Amérique et en Asie. Il devient le premier souverain mondial dont le soleil ne se couche jamais sur ses terres. C'est cet homme-là qui rentre en France, avec son armée durant l'été 1521 et qui assiège Mézières. Aujourd'hui, Charleville-Mézières. C'est Bayard qui est chargé de défendre la ville avec 1000 hommes à ses côtés. En face, le commandant Henri III de Nassau a 35 000 hommes avec lui. Ça s'annonce compliqué. D'autant que François Ier vient d'échouer dans son offensive en Espagne. Il doit revenir et reconstituer son armée pour lutter contre son rival. Bayard sent bien que l'affaire est mal embarquée. Et il décide de tenter un coup de bluff. Il envoie des lettres à François Ier dans lesquelles il indique ne pas avoir besoin de renfort car la ville est suffisamment protégée, qu'elle a de nombreuses provisions et que le siège peut durer des mois sans problème. Ces lettres étaient bien entendu fausses et destinées à tomber entre les mains de l'ennemi. Le stratagème va fonctionner. Le comte de Nassau lève le siège, pille les environs et retourne dans ses terres. En 1523, François Ier rappelle Bayard à ses côtés pour combattre à nouveau en Italie. Mais les troupes italiennes gagnent du terrain et il faut battre en retraite. Durant celle-ci, Bayard est touché par un coup d'escopette dans le dos. Il s'agit d'un fusil que l'on tient en bandoulière et qui ressemble à une arquebuse. Bayard a la colonne vertébrale brisée. Il sent bien que c'est la fin. Il demande à ses compagnons de fuir. Lui refuse de tourner le dos à l'ennemi. Ce n'est pas son genre. Avant de mourir, le connétable de Bourbon vient à lui. Ce dernier a trahi la France et sert désormais Charles Quint. Il a notamment permis la victoire des Espagnols dans la célèbre bataille de Pavie où François Ier fut fait prisonnier. Vous comprenez peut-être mieux l'histoire de l'adoubement après Marignan. Le connétable dira « Ah, monsieur de Bayard, que j'ai grand pitié de vous voir en cet état, vous qui fûtes si vertueux chevalier. » Et Bayard de lui répondre « Monsieur, il n'est besoin de pitié pour moi, car je meurs en homme de bien. Mais j'ai pitié de vous, car vous servez contre votre prince et votre patrie. » Là encore, je me dois de préciser qu'on n'est pas sûr du tout que cet échange ait vraiment eu lieu. C'est bien plus discutable que l'adoubement. Il va agoniser dans le camp ennemi, ces mêmes ennemis qui restent à son chevet et le pleurent. Lui, le grand chevalier, symbole de l'honneur et de la bravoure, le meilleur de son temps. Son corps est ramené en France et enterré dans la cathédrale de Grenoble. Malheureusement, durant la Révolution française, son corps sera profané, comme beaucoup d'autres. Pour honorer sa mémoire, sa ville de naissance, Pontcharrat dans l'Isère, et la ville où il est mort, Rovacenda dans le Piémont, sont jumelés. Français sans peur, chrétiens sans reproche. Telle était la vie de Pierre de Terrail, chevalier de Bayard. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, likez et rejoignez-nous sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine.